Tout le monde connaît le MACD et son croisement de signal, comme ici ou encore comme là. Mais il y a beaucoup plus efficace, c'est les non-croisements, lorsque le MACD fait semblant d'aller croiser son signal et que derrière, il ne le croise pas et redescend, comme ici ou encore comme ici. Et vous voyez que les effets peuvent être extrêmement dévastateurs. Et vous savez quoi? Ça vient de se produire sur le CAC 40 aujourd'hui. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et sortie du chapeau du marché, la baisse du CAC 40, loin d'être anecdotique, 1,3%. Et ce 1,3% abandonné détruit tout sur son passage. Le gap et les espoirs d'aller beaucoup plus haut sont ici enterrés, hein, parce que l'idée c'est qu'on le sait, si ce gap était comblé rapidement, il s'agissait d'un gap commun. Si ce gap tenait, eh bien, on pouvait envisager d'aller chercher la même distance de l'autre côté du gap. Comme ça, bon, on l'a presque fait, hein, mais on l'a pas fait. Et voilà, 4 séances plus tard, le gap est refermé. Donc c'est a priori un gap commun. Un gap commun, ça veut dire un gap qui généralement ouvre la voie à une période de latéralisation. Pas toujours, mais souvent. C'est-à-dire quelque chose à minima comme ça. À garder en tête au cas où on baisserait ici. Il faut savoir que sur ce niveau, il y aura donc éventuellement des mouvements d'achat pour jouer ce scénario de la latéralisation. On a également le fait que cette attaque baissière ranime non seulement la fourchette de chiffres, mais également la fourchette d'Andrews. Alors pourquoi? Parce que la fourchette de chiffres, elle était là, elle était valable, on le sait, fallait pas, j'en parlais pas plus tard qu'hier, hein, fallait pas du tout l'enterrer, puisque par définition, on était toujours dedans, donc on pouvait pas la balayer. En tout cas, maintenant, on voit qu'un ralliement de la médiane de cette fourchette d'Andrews, dont on sait qu'il arrive quand même très souvent, est maintenant hautement plausible, hein, puisque ça voudrait dire aller faire un petit 0,7% vers le bas. Ça semble quand même envisageable, d'autant que ça correspondrait, hein, au ralliement du bas du trading range qu'on mentionnait préalablement. Il n'y aura pas de backtest aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses à expliquer et je veux vraiment mettre l'accent sur certaines autres choses que des statistiques. De toute manière, des backtests, il y en a tous les jours. Par contre, une belle situation comme ça, c'est plus rare. Regardez le statut de la fourchette d'Andrews. Alors, la fourchette d'Andrews, quand on en sort sans en avoir touché la médiane, on le sait, hein, ça ouvre la voie à un ralliement d'une demi-droite tracée entre le pivot 1 et le pivot 3. Clairement, ça veut dire ça. Okay. Et je disais avant-hier que même si c'était positif, etc., il faut raison garder. Et lorsque l'on voyait au moment de la sortie comme ça qu'il fallait envisager de faire 4% sur une demi-droite qui est fuyante, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, elle s'éloigne, eh bien, c'était assez compliqué. Et de la même manière qu'il était peu plausible que l'on aille chercher la médiane, il semblait également assez difficile, hein, d'aller chercher l'objectif. Et donc, à partir de là, si on réintègre la fourchette d'Andrews, il faut savoir qu'on la réactive. Ça veut dire que le suspense serait complètement entier pour aller chercher la médiane à nouveau. Franchement, j'y crois pas trop parce que la situation actuelle n'est pas suffisamment explosive, hein, pour qu'on aille faire ça, mais en toute logique, il faudrait réactiver cet objectif si on réintègre la fourchette. Et à regarder bien, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais il semble bien qu'on l'ait réactivé. Bon. Également, autre chose à prendre en considération, c'est ce gap ici, dont on sait que voilà, plus on se rapproche d'un gap, plus il a un pouvoir d'attraction, hein. J'aime bien prendre l'analogie d'un trou noir. Voilà, quand on est loin d'un trou noir, on est relativement en sécurité, mais plus on s'en rapproche, plus le pouvoir d'attraction est évident. Et voilà, plus on s'en rapprochera, plus il est plausible que l'on aille le reboucher à 7220. Mais si on va chercher les 7220, va-t-on vraiment trouver la force d'éviter un retour sur ce support qui lui aussi attire les intérêts baissiers? Donc ça veut dire, pour faire simple, qu'à partir de maintenant, une perte de 3%, 3,3% est loin d'être à écarter, hein. Le chandelier japonais du jour.
eh bien, il est mauvais, il est rouge, il est long, il n'a pas de mèche basse, il a une toute petite mèche haute. Bon, ça s'appelle un passant de ceinture. Et bon, et ça s'analyse comme un marubozu, c'est-à-dire une grande bougie rouge baissière qui, avec force, invite également à envisager une continuation de la baisse. Des marubozu, il y en a souvent. Alors, ils ne sont pas tous terribles, ils n'ont pas tous les effets que je viens de décrire, hein. Mais voilà, ce sont des choses comme ici qui sont évidentes. Ici, c'est évident aussi. Là, ça l'est moins. Mais en tout cas, voilà, ça montre clairement, une fois de plus, qu'il ne serait absolument pas délirant, hein, d'aller chercher les objectifs que j'ai mentionnés préalablement. Les bougies Aiki-Nashi, du coup, maintenant, sont beaucoup moins favorables. Après, la bougie haussière, enfin les bougies haussières ici, après la bougie d'indécision là, c'est la première bougie baissière qui apparaît avec une bougie rouge sur mèche haute. Ok, donc là, à partir de là, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Le three line break, je vous rappelle, c'est important le three line break parce qu'à aucun moment, on était sorti du régime de blocs baissiers, hein. C'est-à-dire qu'on avait 1, 2, 3 blocs rouges, et on sait que lorsque l'on a une série de blocs rouges, il est plus plausible que l'on en ait d'autres que, bon, bien sûr, pas quand on en a 15, mais quand on a 3, il est plus plausible que l'on ait plus de blocs rouges qu'un bloc vert. Et là, en ce sens, ça s'apparentait davantage à un rebond technique, hein, une inversion de tendance haussière. Les indicateurs techniques nous donnent également un lot d'éléments très importants à considérer. Alors la moyenne mobile à cette période, maintenant, elle est baissière. D'un coup, boum, on est passé en dessous, elle descend. La tendance immédiate est baissière. Mais bon, à bien y regarder, ça tergiverse depuis quand même pas mal de temps. Et on est plutôt dans une tendance immédiate qui est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, par contre, elle est vraiment baissière et on est en dessous de la tendance générale et baissière également. La tendance de fond, elle, demeure haussière. Et c'est marrant parce que le super trend qu'on avait évoqué, puis plus évoqué, mais évoqué encore hier, montrait que, je vous rappelle qu'on a une statistique implacable qui dit que lorsqu'on a un premier bloc rouge qui casse le super trend, il est beaucoup plus plausible que l'on clôture plus bas plutôt que l'on casse le super trend. Comprendre encore que si on avait ça à l'esprit, il était envisageable dans un cadre de biais baissier de profiter du rebond technique pour avoir un super ratio gain-risque, effectivement, pour aller viser, je ne l'ai pas fait, hein, vous savez que moi je suis installé à la hausse, hein, enfin j'ai tradé à la hausse, hein, mais ceux qui avaient donc un biais baissier avaient un très bon ratio gain-risque en rentrant baissier alors qu'on se rapprochait du super trend et en pariant sur un ralliement de la bougie en question. Ça donnait un stop de protection au-dessus. Voilà, on était à plus de 1,25 de ratio gain-risque. J'aimerais évoquer maintenant les autres éléments techniques. Alors ça, c'est important également. Alors, attention parce que regardez, là on a eu un croisement M7, M20 haussier. Mais si, ça c'est ça qui est très important, si vous avez au lieu d'une continuation, une infirmation, c'est-à-dire la M20 qui descend et la M7 qui après être passée dessus, repassant dessous, ça s'appelle un faux croisement. Ok, en l'occurrence ici un faux croisement baissier où les effets peuvent être vraiment assez importants. J'ai essayé de vous en trouver un, j'aurais dû le faire avant. Ah bah voilà, regardez ici, là, j'avais pas prévu mais ça a bien marché ici. Faux croisement baissier, vous voyez, la M7 qui croise la M20, on pense qu'on est sorti d'affaires, séance d'après, boum. Et vous voyez ce qui s'est passé derrière, hein. Donc c'est un élément qui milite également. Ce sont des choses comme ça que je voulais dire aujourd'hui en place du backtest, parce que ça il faut vraiment que vous appreniez à le maîtriser, à le découvrir, à l'utiliser. Et voilà, c'est pas encore fait, hein. Regardez, on a juste pour l'instant le croisement, mais demain on risque d'avoir la M7 qui repasse en dessous de la M20, qui milite encore une fois pour aller chercher ce dont je parlais précédemment. Et au niveau des autres éléments techniques que je voulais mentionner, alors l'appareil des éléments baissiers, on a là le MACD qui nous fait un non-croisement baissier également, ça c'est super baissier aussi, hein. Regardez, alors pas toujours, mais quand les effets apparaissent, comme ici, vous voyez, c'est non-croisement baissier. La M7 qui fait semblant de monter croiser la M20 et qui au dernier moment repasse vers le bas.
Ouais, les effets que ça a donné. Ok, donc c'est aussi quelque chose par contre qui n'a pas besoin d'être confirmé, puisque là pour le coup vous l'avez pour de vrai, hein. Et si et l'oscillator aussi, l'osum oscillator qui donne un signal baissier. Alors comment, et c'est ça que je voudrais discuter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, que fait-on quand on a donc maintenant un panel, une kyrielle de signaux baissiers, alors qu'on est toujours sous le coup de signaux haussiers, parce que je vous rappelle que on avait un signal du CCI, on a testé, on a vu qu'il était beaucoup plus probable d'aller chercher, je le rappelle parce que ça a son importance, on a backtesté ça la semaine dernière, le signal a été donné sur cette bougie, et on sait qu'une fois que le signal a été donné, il est plausible, beaucoup plus plausible d'aller chercher la Bollinger supérieure que de ne pas le faire. Pas toujours, mais voilà, c'est des statistiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu ça, il était plus possible d'aller chercher la Bollinger supérieure. On ne l'a pas fait. La rune, on a vu la rune, pareil. On a vu qu'avec la rune, lorsque le signal est donné, il est beaucoup plus probable, c'est ce qu'on a backtesté hier, de faire une clôture au-dessus du niveau de clôture plutôt que d'aller chercher les plus bas ici à 2,35. Ok, moi j'invite à regarder la vidéo d'hier. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Rien. Tout simplement, ça veut dire que si vous avez un biais haussier, eh bien c'est tout simplement des éléments ici qu'il faut prendre en considération pour imaginer qu'on est simplement dans une sorte de pause, ok, avant de reprendre les sommets, enfin les objectifs qu'on avait mentionnés. Maintenant, si on a un biais baissier, on peut tout à fait s'atteler sur tout ce qu'on vient de dire. Mais là, encore une fois, comme il y a toujours des débutants, je suis obligé de le répéter. Vous voyez bien qu'à n'importe quel moment, vous êtes sous le coup d'un signal haussier et sous le coup d'un signal baissier. Mais ça n'empêche pas que ce sont des éléments à prendre en considération qu'il ne faut pas les balayer d'un revers de la main, parce que si vous avez un biais, eh bien justement, il faut appuyer votre trade dans le cadre d'une stratégie qui a prouvé qu'elle était efficace. Et c'est ça l'intérêt des backtests. Vous savez quand entrer, vous savez quand sortir, vous savez quand protéger votre capital, mettre votre stop loss, etc. Donc, c'est pas tout d'avoir une conviction haussière ou baissière. Après, il faut rentrer sur un schéma. Ok, c'est comme si vous faites des paris sportifs. Vous pariez sur des chevaux, les grands vainqueurs des courses de chevaux ne font rien au hasard, ils analysent tout. Vous pouvez parier sur le numéro 3 ou le numéro 7 et vous allez avoir toute une série d'arguments qui vont valider soit l'un, soit l'autre. Et au bout d'un moment, c'est celui qui avait un argumentaire meilleur que l'autre qui l'a emporté. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que le fait que vous ayez à la fois des signaux haussiers et des signaux baissiers ne veut absolument pas dire que cela sert à rien d'avoir des backtests, etc. Bien au contraire, ça vous montre en fait comment gagner de l'argent ou perdre de l'argent, mais de manière rationnelle et pas de manière incantatoire, hasardeuse et émotive. Donc voilà. Clairement, que va-t-il se passer à présent? Je n'en sais rien. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez acheter maintenant. Pourquoi pas, hein, on a des éléments qui sont haussiers, notamment la rune, etc. On a vu qu'il était plausible que l'on baisse, mais que l'on n'aille pas plus bas que ce niveau-là. Je pense quand même qu'on risque d'avoir une touchette, hein. Donc faites attention parce que ça va être un objectif baissier. Donc autorisez-vous quand même à peut-être de sortir, de mettre un stop de protection en cas de clôture en dessous de cette zone des plus bas et pas simplement une touchette. C'est un peu plus dangereux, mais ça permet de faire plaisir aux baissiers et aux haussiers, hein, s'ils ont raison. Si vous êtes un peu plus prudent, vous pouvez plutôt attendre que l'on descende et que vous achetez à ce moment-là avec un stop de protection en dessous. Okay. Si vous êtes baissier, par contre, c'est déjà presque trop tard puisque le biais baissier, il fallait le prendre quand on était un peu plus haut. Maintenant, le problème du biais baissier, c'est qu'il faut mettre un stop de protection. Et si vous mettez votre stop de protection, vous le mettez où? Solution numéro 1, au-dessus des précédents sommets. Dans ce cas, ça veut dire que vous voyez bien que si vous avez un objectif qui est d'aller combler le gap à 2,25, stop de protection à 2, ouais, ça va, c'est super à 1, ça passe, hein.
ça passe. Ou alors encore mieux si vous visez ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait. Vous le savez parce que comme d'habitude, je dis les choses la veille de la prise de position. Vous avez bien vu que je suis rentré à l'achat. Mais si vous êtes attentif, vous savez très bien où j'ai mis mon stop de protection. Mon stop de protection, il figure sur mon site le jour même où je dis ce que je vais faire et avant la vidéo du jour pour qu'il y ait quand même un minimum d'intégrité morale. J'ai mis mon stop de protection en dessous de ça. En fait, j'avais dit je rentre en 2 fois. Un demi-risque que j'ai pris ici, je crois, voilà, c'était sur la sortie de la fourchette d'Andrew. J'avais dit, je parie qu'on va monter, mais j'avais dit également que je crains une dernière attaque baissière pour aller chercher ceci ou cela, donc je rentrerai mon demi-risque ici. J'ai mon paiement en visant prendre une deuxième position là, une troisième éventuellement là, avec un stop de protection ici en dessous. Ok, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que si sur ma première position, effectivement, j'aurais un gain assez limité, on va dire, je ne me rappelle plus combien j'avais calculé, mais regardez la vidéo en question. Si votre objectif c'est un retour sur les plus hauts avec un stop de protection ici, vous avez un ratio gain-risque qui est quand même assez médiocre. Hein. Attendez, j'ai fait n'importe quoi, on voit plus rien, je recommence. Donc si sur ma demi, je passe du temps dessus parce que c'est important pour vous de savoir comment je bosse au cas où vous n'avez pas de stratégie. Donc j'avais dit objectif retrouver les plus hauts stops de protection très larges en dessous, ça vous donne un ratio gain risque de 0,4, c'est très médiocre environ quoi. Mais sur la deuxième position, le deuxième risque pardon, si vous entrez par exemple là au hasard, avec un même objectif et un même stop de protection, vous avez un ratio gain risque de 4, 4,5, ce qui est excellent et qui compense le fait que le premier n'était pas bon. Donc voilà, je ne change pas d'un iota la stratégie, je suis exposé actuellement, je suis en perte sur ce demi-risque, mais si j'ai raison, et je ne sais pas si j'aurai raison, je compte me rattraper avec la deuxième position, le deuxième demi-risque, au cas où j'aurai la chance de voir les cours remonter. Voilà, c'était un peu long. Et n'oubliez pas qu'il vous reste encore 2 séances, 2 jours, 48 heures pour profiter de toutes les archives du cercle avec 40% de réduction pour fêter l'anniversaire et la sortie du nouveau lot. Donc 40% de réduction, vous avez les informations en dessous de la vidéo. Ces stratégies du cercle sont extrêmement plus sophistiquées que ce que je vous offre dans ces vidéos. C'est du premium. Bref, regardez le programme, regardez le témoignage et c'est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.